Bonjour à tous. Bon retour du dîner. On va être prêt à commencer. Donc, cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter Dr Dupré, qui est neurologue. Excusez. Alors, Dr Dupré est neurologue au CHU de Québec, Université Laval, professeur agrégé au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université Laval et directeur de la clinique des maladies neuromusculaires et neurogénétiques du CHU de Québec, Université Laval. Le docteur Dupré a fait sa formation médicale à l'Université McGill et sa résidence en neurologie à l'Université Laval. Il a complété sa formation postdoctorale à l'Hôpital et Institut neurologique de Montréal et à l'Université d'Harvard. En 2007, il fit la découverte d'un gène impliqué dans une nouvelle forme d'ataxie héréditaire fréquente dans le monde. Le docteur Dupré a également assumé un rôle important dans la découverte de l'implication du gène TDP40. Bon, voilà. Dans l'étiologie de la sclérose latérale amyotrophique. Il est aujourd'hui impliqué dans plusieurs réseaux provinciaux, nationaux et internationaux qui contribuent à la découverte de gènes impliqués dans les maladies héréditaires neurologiques. Il a généré plus de 100 publications originales. Les réalisations remarquables du Dr Dupré lui ont valu plusieurs prix, dont le prix de la Société québécoise des dystrophies musculaires en lien avec la clinique des maladies neuromusculaires du CHU de Québec, volet SLA en 2015. Bonne présentation. C'est un prix collectif, là, honnêtement, donc pour la clinique. Alors, donc je sais que pour respecter le temps, là, je vais essayer de condenser ça davantage là, que ma présentation. Donc, il y a beaucoup de diapos là, dans la présentation, puis honnêtement, j'aurais peut-être pas le temps de passer à travers l'ensemble. Disons qu'il y a certains objectifs là, qu'on peut se donner. C'est sûr que vous avez chacun des backgrounds qui sont différents. Il y en a c'est en réadaptation, il y en a que c'est pour le suivi des malades, mais c'est pour vous donner une perspective globale sur ce que c'est les maladies du motoneurone, parce que au quotidien, oui, on est là à régler plusieurs problèmes X, Y, Z, mais ça nous prend quand même une vision d'ensemble pour être capable de comprendre comment ces maladies-là émanent et comment un peu on les classifie, puis on les a classifiées dans le temps. Donc, c'est vraiment pour vous aider à vous cultiver un peu sur ces maladies-là, globalement, parce que c'est des maladies rares. Alors, quand on parle de maladies du motoneurone, hein, on a affaire ici au neurone moteur, le neurone moteur supérieur, hein, qui part du cortex puis qui descend jusqu'à la moelle épinière, et il y a le neurone moteur inférieur qui part de la moelle épinière et qui descend, qui s'en va jusque dans les muscles. Donc, une maladie du motoneurone, ça peut affecter que le motoneurone supérieur, que le motoneurone inférieur ou les deux parfois. Alors, au niveau de la physiologie, c'est important de comprendre qu'il y a quand même plusieurs niveaux qui sont corrélés, qui sont liés les uns aux autres. Est-ce qu'au niveau de la pathophysiologie, il y a un lien entre les deux? Souvent, oui. Donc, quand on les étudie de façon commune, mais il y en a un qui est niché dans le système nerveux central, puis l'autre qui est niché dans le système nerveux périphérique davantage. Alors ça, c'est un neurone moteur avec ses différentes parties. Vous voyez que c'est une biologie qui est quand même assez complexe. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de thérapies qui sont efficaces dans plusieurs de ces maladies-là, parce que c'est une biologie qui est complexe, c'est un processus cellulaire ça va nous prendre encore des années et des années à comprendre. Alors, quand on parle de physiologie cellulaire, on parle beaucoup d'axones, hein, de potentiels moteurs. Alors, vos patients, ils sont plus capables de générer des potentiels moteurs autant qu'auparavant, puis c'est pour ça qu'ils développent une faiblesse. Donc, qu'est-ce qui définit la SLA? Alors, il faut comprendre que la SLA, qui est probablement la forme la plus fréquente des maladies du neurone moteur, c'est une maladie qui est connue depuis au moins plus que 100 ans. Là. On voit ici une description de la maladie qui a été faite par le docteur Charcot. Le docteur Charcot, c'est le médecin, le neurologue qui faisait de la neuroanatomie. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyait ses patients, les suivait pendant un certain nombre d'années. Quand les patients décédaient, il faisait des coupes histologiques pour essayer de comprendre quelles étaient les atteintes. Alors, quand il voyait une sclérose latérale, là, il appelait ça la sclérose latérale. Quand il voyait une sclérose combinée, il appelait ça la sclérose combinée. Puis quand il voyait une sclérose en plaques, il appelait ça de la sclérose en plaques. Fait que c'est quand il regardait les lames histologiques des patients qui pouvaient, après, donner un nom à la maladie. Alors, on peut appeler ça la maladie de Charcot, on peut appeler ça la maladie de Lou Gehrig, mais si on est un pathologiste, on appelle ça la sclérose latérale, la sclérose primaire, la sclérose combinée. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre l'origine un peu de ces termes-là. Alors, quand il a décrit, docteur Charcot, là, c'était un neurologue là, quasiment un peu comme un détective. Là.
Donc, c'était à la même période que Sherlock Holmes, mais je pense qu'il avait le même cerveau que Sherlock Holmes. Alors, il parle d'un patient de 57 ans qui évolue peu à peu depuis environ 14 mois, qui a une atteinte des faisceaux cortico-labiaux, donc il y a un genre de dysarthrie qu'on voit chez les patients, qui découpe la viande en morceaux très menus. Alors ça, s'il y a des nutritionnistes dans la salle, tout de suite, ça va les interpeller. Il avale de travers. Il y a des mouvements fibrillaires qu'on appellerait aujourd'hui des fasculations, mais à l'époque, on parlait de mouvements fibrillaires. Puis quand on fait l'EMG, on décrit des fibrillations qui sont différentes, mais disons qu'il y avait une petite différence de sémiologie. Les réflexes sont très forts, les muscles sont instables, donc l'hyperréflexie ou la spasticité, il l'avait reconnu aussi. Il a conservé la mémoire. Alors, à l'époque, la sclérose latérale amyotrophique, on n'avait pas encore reconnu que ça pouvait affecter le tempérament, le caractère. C'est sûr qu'il y a des formes rares de SLA qui vont être associées à une démence, qu'on appelle une démence frontotemporale. Ce n'était pas encore reconnu à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est. Mais même chez les patients chez qui on préserve la mémoire, souvent le caractère, le tempérament change. Puis ça, c'est bien important. Quand vous allez vous occupez de patients qui ont cette maladie-là, à un moment donné, il y a des choses que vous avez notées dans leur tempérament. La famille ne va pas nécessairement vous dire qu'il y a une démence, qu'il est bien différent, mais des fois, il y a des traits personnels qui sont un peu exacerbés. Alors, ça peut être de l'apathie, ça peut être, à un moment donné, de l'ultra-performance pendant un certain temps. Le patient, il veut faire 3 fois le tour du monde pour aller se faire injecter des cellules souches, ou le patient, il est assis tranquille, il dit que tout va bien, puis sa conjointe est en burn-out puis en dépression à côté parce qu'elle n'est plus capable de s'en occuper. Alors, des fois, vous avez une passivité, d'autres fois, vous avez une espèce d'énergie un peu. Alors, parfois, ça arrive que de façon très subtile, la maladie va changer un peu la cognition. Ce n'est pas de la démence, mais ça peut avoir quand même un impact pour comprendre à quoi on a affaire. Donc, ce n'est pas nécessairement que la personnalité de la personne en avant de nous est difficile. Ça peut être que sa maladie, au-delà du deuil que ça entraîne, a affecté un peu sa personne, sa personnalité. Puis ça, quand on a une formation un peu en psychologie, ça peut aider à mieux prendre les patients en charge puis anticiper ces éléments-là aussi. Alors, quand on décrit une maladie, on décrit certains critères diagnostiques qui sont utiles quand même pour la reconnaissance, mais c'est beaucoup des critères qui sont utilisés pour faire des études cliniques. Donc, c'est les critères, dans ce cas-là, de El Escorial. Ceux qui sont déjà allés en Espagne, là, quelque part au nord de Madrid, il y a un gros monastère. Les gens se sont rencontrés là, puis on dit, bien, écoutez, on va établir un peu ces critères pour que ce soit des critères internationaux. Donc, on parle d'atteinte du motoneurone supérieur et inférieur à 3 niveaux, bulbaire, cervical et lombaire. Ça peut commencer à un endroit, puis se propager ailleurs. Ça peut commencer bulbaire, ça peut commencer membre inférieur, ça peut commencer à la main. Donc, ça ne dit pas où est-ce que ça a commencé. Puis, d'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui ont un diagnostic possible ou probable. Alors, ça, vous allez rencontrer ça souvent si vous occupez de patients qui ont la SLA. D'abord, il y a la phase pré-diagnostique où le patient a des symptômes plutôt mineurs, il n'en a pas trop parlé. Après ça, il y a la phase du diagnostic, puis après ça, il y a la phase de la confirmation du diagnostic. Des fois, la maladie évolue tellement vite que le patient y arrive quasiment à l'urgence en insuffisance respiratoire. On fait l'EMG, il y a la SLA, puis 3 semaines après, il est en soins palliatifs. Ça peut arriver. Ça peut être aussi, pendant 1 année et demie, il a traîné son trouble respiratoire, puis là, il n'en a pas parlé, il n'a pas consulté, ou bien le médecin qu'il a rencontré, il n'était pas au courant de ça. Puis, le patient arrive, puis il y a déjà les fasculations, puis le syndrome important. Il y a d'autres patients qui arrivent avec une petite faiblesse de la main, puis là, on les voit, puis on dit, bien, écoutez, il n'y a pas d'autres signes. Puis on les voit 6 mois après. Là, hop, la main est un petit peu... on les revoit 12 mois après. Là, c'est l'autre bras. Puis là, ça se stabilise pendant un temps. La jambe. Puis après ça, commence à parler avec un dysarthrie un peu bulbaire. Fait que des fois, il y a des patients qui ça évolue beaucoup plus longtemps. Donc, puis il y a toutes sortes on appelle ça, en anglais, on parle de pitfalls, là, mais c'est toutes sortes d'indices, des fois, qui peuvent arriver dans la maladie, qui peuvent nous faire penser à une autre catégorie de diagnostic ou qui peuvent nous faire penser à celle-là, puis finalement, oups, on a d'autres tests qui confirment. Donc, étant donné qu'on ne peut pas prendre de prise de sang ou on ne peut pas prendre un morceau de poumon, mettons, comme pour diagnostiquer un cancer, c'est un diagnostic auquel on arrive après un certain cheminement. Puis, donc, c'est un peu ça fait partie aussi des difficultés. Autant que je vous disais de l'aspect psychologique qui peut être très subtil, bien, une autre difficulté dans la prise en charge, c'est à quelle vitesse ça évolue, puis comment est-ce qu'il faut aviser le patient de ce qui s'en vient. Parce que si vous rencontrez un patient, puis
puis que vous prenez la maladie de A à Z, de la première visite, honnêtement, il peut aller se jeter en bas du pont après, là, mais tu sais, c'est tellement dramatique comme... alors, il faut comme laisser le temps. Puis là, si on laisse le temps, bien, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis là, on est obligé d'intervenir alors que le patient n'a peut-être pas fait tout son cheminement. Fait que, il y a des patients là, chez lesquels on a l'impression que tout se passe toujours comme c'est programmé. Mais ça, je vous dirais que si c'est le tiers de patients, c'est beau, là. L'autre 2 tiers, il y a des imprévus. Puis je pense que c'est un autre phénomène. Les gens, souvent, ils ont peur un petit peu de cette maladie-là parce que c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup d'imprévus. Ceux qui travaillent en oncologie, bien, le patient, il est vu, il a son diagnostic, il a sa chimio, il a sa radio, puis après ça, ça marche ou ça ne marche pas. Bon, puis là, peut-être 3 ans après, il est en soins palliatifs parce que ça revient, mais c'est protocolisé. Dans la SLA, on a souvent des surprises. À cause de l'évolution, à cause des troubles cognitifs, à cause de l'incertitude diagnostique, à cause de l'âge des patients aussi qui va faire que la maladie évolue plus ou moins. Un patient de 30 ans qui arrive avec une SLA, puis qu'il y a 2 jeunes enfants, là, la dynamique n'est pas la même du tout que quelqu'un qui arrive à 82 ans, puis qu'il a survécu à un cancer, puis un problème cardiaque, puis là, qu'à 82 ans, il développe son atteinte. C'est pas du tout la même dynamique. Fait que vous avez vraiment un éventail de problèmes psychosociaux, de réadaptation, puis toutes les dimensions aussi d'apport nutritionnel et autres. Donc, on est toujours un peu à se mobiliser pour une situation problématique qui peut arriver. Puis, ça demande beaucoup d'énergie. Puis, c'est sûr que pour les patients, on a toujours un peu l'impression qu'on n'a fait pas assez. On a souvent cette perception-là. Puis, c'est normal qu'à travers les phases de la maladie aussi, à un moment donné, il y a des excès de la part des conjoints, des conjointes du patient, de la famille. À un moment donné, oups, on dirait que tout explose, puis là, on se ramasse qu'il faut gérer une situation de crise un peu, là. Puis des fois, on veut aider le patient, puis là, le patient, là, il ne veut pas se faire aider. Puis là, des fois, on dit, bien là, ça va être correct, puis finalement, le patient a besoin d'énormément de sport. Fait que c'est difficile de s'ajuster. Ça, je pense qu'il faut avoir ça en perspective dans ces maladies-là. Donc, honnêtement, ça prend beaucoup de solidarité à l'intérieur des équipes de soins. Puis ça, je pense que c'est très important. Alors, je déborde un peu des critères diagnostiques, mais on dirait que quand je vois des gens qui sont beaucoup en réadaptation puis en soutien aux équipes de soins, c'est le genre de message que j'aime passer pour pas que les gens voient ça comme un grand épouvantail. Alors, quand on fait un diagnostic de SLA, souvent, on passe par un électromyogramme. Hein? Donc, ça, c'est un test là, avec des aiguilles puis des chocs électriques. Alors, c'est souvent la première étape. Ça peut arriver qu'on fasse un électro, 2 électros, qu'on demande une première opinion, une deuxième opinion. Des fois, c'est pas toujours clair. Hein? Un électro, là, c'est un test qui est interprété en fonction des critères cliniques. C'est pas un examen qui nous donne toujours la réponse, puis toujours la réponse définitive non plus. Alors, ça, c'est un patient, donc, pour ceux qui n'ont pas... Si les gens lèvent la main, quel pourcentage de gens sont interagis avec des patients qui ont la SLA, disons? Oh, quand même, un bon nombre. Puis, mettons régulièrement, là, OK, bon, c'est quand même assez... Alors, je ne passerai pas trop de temps à la description de la maladie. C'est un patient, disons, lui, là, c'est un patient qui a vraiment tous les critères diagnostiques. Alors, on voit bien les fasciculations au niveau de la langue, hein. Il faut faire attention, là, tout le monde a un petit peu des trémulations de la langue, là, donc les fasciculations, normalement, quand c'est significatif, c'est parce qu'on voit déjà de l'atrophie. Puis ça, l'atrophie, honnêtement, c'est immanquable. C'est un patient qui a à peu près 3 ou 4 années d'évolution, qui a à la fois l'atteinte cervicale, bulbaire et lombaire. Là, on lui demande de bouger la main, hein, puis vraiment, il y a une paralysie complète. C'est curieux parce qu'à cause de l'atteinte du motoneurone supérieur et inférieur dans cette maladie-là, il y a comme une combinaison de symptômes. Il y a une extrême faiblesse. Des fois, le patient est un peu mou, mais quand on prend les réflexes sont vifs. Donc, dans la prise en charge des patients, entre autres en physio, il n'y a pas beaucoup de maladies dans lesquelles on a une combinaison de spasticité et de dénervation. Donc, c'est assez unique. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé
traiter les patients un peu en protocole comme quasiment en traumatologie, là, des patients spastiques médulaires. D'autres fois, ben, on a l'impression que c'est quasiment des patients qui ont des besoins comme plus des patients qui ont des dystrophies. Alors, ça peut être assez variable, là. Puis l'atteinte bulbaire, c'est certain que ça, c'est tout l'aspect nutrition. Alors, dans ce temps-là, on se rapproche plus des secteurs de l'ORL, de la gastro. Alors, ça prend vraiment tout un éventail de soins. Puis comme c'est une maladie qui est quand même assez rare, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir une expérience très large dans la prise en charge des patients, à moins de concentrer tous les patients au même endroit. Puis à ce moment-là, bien, comme nous autres, on a un territoire géographique qui est important à couvrir, là, tous les patients, il faut qu'ils fassent 3 heures de route à chaque clinique. Là, à un moment donné, ça devient... ça, c'est le clonus. Fait que c'est important quand même qu'il y ait une expertise qui soit diffusée à l'extérieur. Alors, il y a tellement... Ça, c'est des signes du motoneurone supérieur, hein? Une spasticité, alors c'est un clonus au niveau du menton, là, on ne voit pas ça souvent. Là. Puis malgré sa grande faiblesse puis son amyotrophie, bien, on voit qu'il y a les réflexes qui sont augmentés. Alors, je peux passer ici. Donc, quand je parlais du diagnostic différentiel tout à l'heure, ou du diagnostic de la SLA, bien, il faut toujours garder en tête d'autres catégories diagnostiques. Donc, il y a des patients qui peuvent avoir des motoneuropathies auto-immunes, multifocales, qui évoluent beaucoup plus lentement puis qui peuvent répondre à certains traitements. Des patients qui peuvent avoir des compressions médulaires, radiculaires, qui peuvent mimer la maladie. Des patients qui peuvent avoir des fasciculations bénignes. Donc, s'il y en a d'entre vous là, qui sont un peu sportifs, là, des cyclistes, des joggeurs, là, souvent, on fait l'exercice, puis les mollets. Souvent, typiquement, c'est les mollets. Fait que régulièrement, on a des consultations pour des patients qui ont des fasciculations bénignes. Bien, c'est soit des professionnels de la santé, soit des gens qui ont regardé une conférence, soit des gens qui ont dans leur famille, ont quelqu'un qui ont la SLA. Puis, c'est toujours, ça prédomine dans les mollets. C'est pas toujours dans les mollets, mais ça prédomine dans les mollets. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, là, c'est parce que vous faites trop de vélo. Il y a des myopathies inflammatoires, des fois, qui peuvent se faufiler. Le fameux syndrome post-polio, ça, honnêtement, c'est rare, c'est bizarre. Quand vous regardez les tests diagnostiques, c'est des patients qui ont de la fatigue, qui ont mal partout. Alors, c'est très musculo-squelettique, un peu à la fibromyalgie, là. Mais il y a des patients que j'ai vus, en fait, au moins 2, là, à date, dans ma pratique, qui ont eu une polio, qui ont commencé à dénerver dans les mêmes muscles qui ont donné la polio. Puis vraiment, ils ont une dénervation active, aiguë qu'on voit. Puis il y en a un qui évoluait vers une... Alors, est-ce que lui, il avait de toute façon une SLA, puis c'est un hasard qu'il a eu avec sa polio, mais ça a commencé pas mal dans les mêmes membres. Donc, est-ce qu'il y a une association entre les deux? C'est pas clair, mais entre le syndrome post-polio puis quelqu'un qui pourrait développer une SLA dans le contexte d'une polio ancienne, c'est des choses qui ont quand même été décrites. Il y a la myotrophie monomélique qu'on voit surtout chez des jeunes patients. Il y a des paraparésies spastiques héréditaires. Ça, c'est une autre catégorie de maladies du neurone moteur où les gens commencent à avoir les jambes un peu raides. Puis souvent, ça commence dans la vingtaine, la trentaine. Puis là, à un moment donné, ils ont de la difficulté à courir, puis ils ont de la difficulté à... Alors, ils finissent pas trop tout en fauteuil roulant, mais c'est une cause de spasticité des membres inférieurs. Puis souvent, c'est héréditaire. Donc, quand on le sait, on est capable de faire un conseil génétique à la famille, puis trouver aussi le gène qui est responsable. Il y a une maladie rare qu'on appelle la maladie de Kennedy, et il y a les maladies comme la myasthénie qui sont traitables, réversibles, puis ça peut subtilement des fois se faufiler dans des maladies avec certains symptômes qui ressemblent. Il y a la myotrophie spinale, donc ça, c'est sûr que ça commence plus dans l'enfance, mais il y a quand même des formes un peu tardives, là. Souvent, les gens se demandent qu'est-ce qu'il avait, Stephen Hawking, là, qui est décédé récemment, puis honnêtement, le nombre d'années qu'il a vécu, puis les fonctions mentales chez Stephen Hawking, on s'entend qu'il était bon. Il a publié un article scientifique qui va être publié posthume, là. Donc, ça serait surprenant qu'une personne qui a la sclérose latérale amyotrophique garde ses facultés intellectuelles à 100%, à 300% comme ça pendant autant d'années. Donc, peut-être qu'il y avait une forme un peu subtile d'amyotrophie spinale plus tardive. Puis il a commencé, il était jeune adulte quand ça a commencé. Puis la SLA, là, en bas de 30 ans, c'est extrêmement rare.
Il y a eu un cas au CHUL dont mes collègues m'ont parlé d'un garçon qui avait une mutation génétique qui a développé à 17 ans la SLA. Donc, c'est ceux qui l'ont connu de près ou de loin, c'est toujours des cas vraiment dramatiques, mais c'est la rareté absolue, là. Donc, c'est ça. Alors, quand on fait l'investigation des patients qui ont la SLA, il y a certains protocoles à suivre. On va faire une IRM cérébrale, souvent cervicale aussi, donc pour éliminer des lésions, des atteintes compressives. On va faire quelques tests sanguins de base, entre autres les CK. Ça peut être parfois aussi les tests d'anticorps pour la myasthénie quand on suspecte le diagnostic, bien sûr l'EMG. Il y a des cas rares décrits qui ont été décrits de HIV qui avaient des atteintes un peu neuronales, sans que ce soit nécessairement la SLA. Là, on essaie d'être très large dans le diagnostic différentiel. Mais honnêtement, il n'y a pas grand prise de sang qui vont nous aider au diagnostic. Ça va plus être pour éliminer d'autres catégories. La ponction lombaire peut parfois être faite. C'est pas dans la routine. Donc, c'est une minorité de patients qui vont l'avoir. Si on suspecte qu'il peut y avoir un cancer ou quelque chose d'infectieux, bien là, oui, là, c'est un tableau subaigu, mais au long cours, pour des protocoles de recherche, on en fait régulièrement, mais pas nécessairement pour le diagnostic. Alors, dans la SLA, là, c'est là un peu qu'il faut s'ouvrir à d'autres catégories puis à d'autres sous-types. Quand on parle globalement des maladies du neurone moteur, là, il faut être très ouvert d'esprit en termes de catégories de patients parce qu'il y a beaucoup de catégories différentes. Alors, quand on regarde au niveau du phénotype, il y a les atteintes qu'on appelle plus PLS, sclérose latérale primaire, qui sont très motoneuronales supérieures. Puis, il y a la myotrophie spinale qui est vraiment motoneurone inférieure, puis l'ALS qui est dans les deux. Alors, juste là, tu as le patient faible, atrophié, ou tu as le patient spastique. Alors là, c'est deux catégories extrêmes, puis tu as le patient entre les deux, comme celui que je vous ai montré dans la vidéo. Ensuite, il y a des patients qui sont très bulbaires d'entrée de jeu, puis qui restent très bulbaires aussi. Alors, tu as des bulbaires qui atrophient de la langue, puis eux, ils développent souvent une dysphagie importante parce qu'ils ont une atrophie de la musculature oropharyngée. Et tu as les bulbaires qui sont moins dysphagiques, mais qui sont surtout très dysarthriques parce qu'ils ont la dysarthrie spastique. Fait aux deux extrêmes, tu as des patients qui arrivent à s'alimenter, mais qui sont absolument incompréhensibles. Puis tu as des patients qui sont peut-être plus compréhensibles, mais qui n'arrivent plus à s'alimenter. Puis là, tu as le croisement un peu entre les deux. Donc, c'est sûr que ces patients-là, ils peuvent avoir une très bonne qualité de vie avec une gastrostomie en termes de juste fonctionnalité. Ils ne perdront pas de poids, ils vont être capables de voyager s'ils veulent. Donc, c'est des patients qui peuvent avoir des fois une gastrostomie quand même faite assez précocement. C'est sûr que là, quand l'atteinte bulbaire arrive après l'atteinte des membres supérieurs et des membres inférieurs, bien là, à un moment donné, quand ça s'accumule trop, on peut remettre en question des interventions parce que là, la qualité de vie n'est plus là. Tu as les atteintes cognitives presque normales et tu as des patients qui développent une démence. Fait que là, quand vous avez la combinaison de la SLA puis la démence, là, ça va mal. Parce que pensez que le cerveau est atteint de façon diffuse, puis à ce moment-là, c'est comme une cascade toxique. Là, le patient évolue très mal. Puis honnêtement, un patient qui a une démence frontotemporale, si vous en avez déjà côtoyé, au niveau des soins, c'est très difficile parce que le patient est quasiment un patient psychiatrique. Ça répond très peu aux médicaments. Ils sont en isolement, sont dangereux pour les autres, pour eux-mêmes. Là, tu as toute la problématique psychiatrique d'une démence rapidement évolutive. Puis en plus, tu as la faiblesse puis la dysphagie. C'est vraiment une combinaison. Des fois, il y a des patients auxquels on parle là, quand ils ont la maladie, on les suit, puis on est comme un peu plus optimiste pour le suivi. Là. Justement, j'ai envoyé un la semaine dernière, c'est un monsieur qui a une forme plus au niveau des qu'on appelle le flail arm, là, où c'est des patients qui ont une faiblesse importante au niveau des membres supérieurs, qui plafonnent, puis qui peut plafonner des fois pendant quelques années, avant qu'il y ait une atteinte des jambes ou même l'atteinte bulbaire. Donc, il y a des patients qui semblent avoir un meilleur pronostic. Là. Malheureusement, il peut se retrouver après 3 ans, même s'il marche puis il parle correctement, avec les 2 bras complètement
Alors récemment, j'ai un patient qui est un cycliste, là, puis qui est allé faire du vélo comme je ne pourrais jamais en faire, là, quelque part en Arizona. Alors c'est la force dans les jambes est préservée, mais lui, c'est ses bras qui commencent à atrophier avec les fasciculations. Tu as des patients donc très jeunes au début, donc certaines mutations génétiques qui peuvent donner ça. Puis les patients très tard, honnêtement, c'est vraiment une maladie du 50 à 70 ans. Là. Le patient qui est en pré-retraite ou qui vient de penser à la retraite ou qui vient de prendre sa retraite, là, c'est votre patient atypique là, qui est diagnostiqué. Dans les 80, c'est plus rare. Puis des patients, là, vraiment avant 40 ans, c'est rare aussi, mais on en voit. Moi, personnellement, mon patient le plus jeune, j'ai diagnostiqué, il avait 29 ans. Mais en bas de 30 ans, c'est rare. C'est très physiologique, hein? C'est une maladie dégénérative, une maladie du vieillissement. Puis ces gens-là ont peut-être une combinaison de facteurs génétiques qui les rend plus à risque de développer une atteinte du motoneurone. Ils vont préserver ces motoneurones-là pendant 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies. Puis, on sait qu'en vieillissant, on est moins capable de se protéger contre XY facteurs génétiques ou environnementaux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, leur mécanisme va faillir. Puis là, ça va être une cascade très rapide. C'est très différent du cancer, par exemple, où on naît sans nécessairement une mutation génétique, puis on développe régulièrement des cellules anormales que notre système immunitaire, la plupart du temps, réussit à éliminer. Puis à un moment donné, bien, il y a une mutation que notre système immunitaire n'arrive pas à éliminer. Puis là, elle croît, puis là, c'est exponentiel. Donc, c'est pas... Le cancer, c'est une maladie de tissu, puis donc de tissu anormal, alors que les maladies neurodégénératives, le motoneurone, il était là depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau qui s'est passé. Là. C'est la même machinerie, mais c'est la machinerie qui, à un moment donné, avec le temps, finit par arriver à son ultime moment de compensation pour... Alors, on peut faire vraiment... Des fois, ça va... Quand les patients me demandent un peu d'essayer de comprendre la maladie, des fois, ce que je vais leur dire, c'est que c'est une maladie du vieillissement précoce de certaines parties du système nerveux. Alors, tout le monde comprend que le vieillissement, c'est universel. Hein, il n'y a personne qui échappe à ça. Puis le cerveau vieillit comme tous les autres organes. Puis le vieillissement commence dans la trentaine à peu près, 30-35 ans, puis ça continue. Alors, quand vous regardez les prix Nobel de physique puis de mathématiques, là, ils ont tous 20 ou 25 ans. Là. Après ça, on devient un petit peu moins bon dans Alors, c'est la réalité. Donc, quand on leur dit, bien, écoutez, vous avez une partie de votre cerveau qui est plus vulnérable à ce vieillissement-là, qui vieillit plus vite. Alors là, ils se disent, bon, bien, le reste, ça a l'air de maintenir, mais moi, c'est ce volet-là. Donc, peut-être une façon un petit peu d'expliquer la biologie de la maladie sans aller dans des affaires comme le TDP-43, que ça leur dira vraiment rien. Là. Donc, si on veut faire le tour un petit peu des manifestations cliniques de la maladie, dans les atteintes qui ne sont pas motrices, c'est arrivé que, entre autres, quand on va être plus large, là, il y a des formes qui ont été décrites avec des éléments motoneuronaux puis du parkinsonisme. Il y a donc, bien sûr, toutes les sous-catégories. Il y a la sévérité aussi des symptômes, la symétrie, il y a l'endroit où ça commence. Hein. Souvent, les gens vont avoir entendu parler de celles-là bulbaires. Alors ça, c'est... Alors donc, les celles-là familiales aussi, il y a à peu près, dépendant des populations, là, au Québec, ce qu'on a calculé à date, c'est à peu près 5 % des gens qui ont une SLA plus familiale. Là. Mais quand on regarde dans d'autres populations, mettons, dans les pays scandinaves, entre autres, là, ils ont à peu près 10 % de SLA familiale. Les autres, ils ont vraiment des effets fondateurs qui sont propres à... Quand j'étais à Boston, là, mon rêve, c'était de revenir puis de travailler sur les effets fondateurs de la SLA au Québec. Mais honnêtement, on a trouvé dans les ataxies, dans les dystrophies, dans plein de maladies, mais pas spécifiquement au Québec. Donc, la bonne place à aller, c'était en Suède pour travailler sur les effets fondateurs. Puis là, bien, il y en a d'autres qui l'ont fait. Alors... Mais quand même, ça arrive qu'on retrouve des patients qui ont des mutations génétiques qui ont été identifiées ailleurs. Mais c'est toujours... on se sert du travail des autres cohortes, finalement. Là. Ça, c'est pour montrer des fois un peu les courbes de progression des maladies qui peuvent être différentes en fonction des sous-types. Là, je vous disais tantôt que les gens qui avaient des atteintes limitées au bras, bien souvent, ils ont un peu un meilleur pronostic.
les gens qui sont bulbaires, bien, ils ont tendance à avoir un petit peu un moins bon pronostic. Puis les gens aussi qui ont les formes de sclérose latérale primaire, là, comme PLS, eux, c'est sûr qu'ils vont être très handicapés après 5 ans ou 10 ans, mais ils peuvent vivre 10 ans, 15 ans. Mais eux, c'est sûr qu'à un moment donné, la spasticité devient tellement importante que c'est... Puis il y en a qu'après 10 ou 15 ans, ils peuvent encore s'alimenter par eux-mêmes, surprenamment, mais on ne peut plus les comprendre. Donc, le motoneurone supérieur, c'est critique pour la parole, mais peut-être un petit peu moins pour la déglutition. Ça, c'est les amyotrophies spinales. Ça, c'est des petites études génétiques qu'on a faites pour décrire des formes de maladie. Puis ça, c'est pour vous donner l'exemple d'un patient qui a une forme plus sclérose latérale primaire. Alors, si vous êtes familier avec la SLA, peut-être que cette forme-là, vous ne l'avez pas nécessairement rencontrée. Puis ça, c'est une famille de la région de Port-Neuf. En fait, 2 ou 3 familles qu'on a identifiées qui ont une mutation génétique qui cause la sclérose latérale primaire. Donc, autant la SLA que ses sous-types, comme la sclérose latérale primaire, peuvent avoir des formes génétiques. Donc, vous voyez, ces bras sont bien repliés là, à cause de la spasticité. C'est curieux, hein, parce que les patients qui ont une atteinte du motoneurone supérieur, surtout quand c'est dégénératif, quand on teste les forces, souvent, c'est pas si pire. T'sais. On dit comment ça se fait qu'il ne peut pas marcher? Bien, parce que c'est la spasticité vraiment qui l'a. Alors, la spasticité, au long terme, ça a un impact fonctionnel qui est aussi sournois, puis même encore plus problématique que la faiblesse, parce que la spasticité entraîne des problèmes nouveaux, hein, donc la raideur, les patients qui ont des spasmes la nuit, alors ça entraîne beaucoup, beaucoup d'inconfort. Donc, même si ces gens-là restent avec, des fois, une force un peu préservée, leurs membres sont complètement non fonctionnels. Donc, ça, c'est une faiblesse plus pyramidale. Vous voyez comment la spasticité est importante. Là, c'est un monsieur à au moins une dizaine d'années d'évolution. Là. Monsieur très gentil, toujours souriant. Ils ont participé beaucoup à notre étude. Là. On voit les réflexes. Hein, c'est... Pauvre monsieur, là, il est en train d'y goûter. Là. Vous voyez que les jambes sont en ciseaux. C'est raide, là, comme... Donc ça, c'est sûr que pour le traitement, honnêtement, ou peut-être le Botox, là, on est rendu comme des patients qui sont myélopathes, là. Donc, le Botox. Alors, il y a quand même des outils que vous avez hein, dans bien d'autres maladies. Puis là, il faut avoir d'imagination un peu. Dans la prise en charge de la SLA, ce qui va être différent, c'est que l'évolution hein, va être là. Donc, il va falloir pallier un problème nouveau qui va évoluer dans le temps. Mais des fois, ça va être un problème auquel vous avez déjà fait face. Il y a aussi la perspective du patient qui est que on fait ça, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que le patient va être décédé. Donc, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Donc, mettons qu'elle se pose la question sur une pompe au baclofène, bien là, c'est sûr que c'est un patient qui a 6 mois ou 12 mois d'espérance de vie, puis qui doit revenir tout le temps pour ses remplissages, puis tout ça, puis peut-être qu'il va dire, écoutez, moi, je vais être chez nous, là, puis soulagez-moi ça avec des médicaments, puis de toute façon, dans 6 mois, je ne serai plus là. Puis alors, il y a la perspective d'espérance de vie. Donc, je pense qu'il faut revenir à vos outils de base, puis une fois il faut saisir le problème, revenir à vos outils de base, puis prendre la perspective de la maladie. Puis je pense que dans ce sens-là, ça va peut-être moins vous intimider quand vous allez avoir ces patients-là avec vous. Puis je pense qu'un autre volet qui est bien important, c'est d'être toujours en partenariat avec les équipes. Alors moi, régulièrement, je reçois des appels ou un courriel ou quelque chose, un professionnel, disent, bien là, on a votre patient ou un patient qui a tel problème, est-ce que... Alors,
On a notre personne ressource, là, Manon Gravel, mais des fois, Manon, elle nous revient puis elle dit, ben là, on a eu tel problème, telle inquiétude, puis on essaie de mettre des protocoles en place le plus possible pour que les professionnels soient autonomes. Mais des fois, il y a des éléments pronostiques, des éléments diagnostiques, hein, il y a bien des choses qui... Donc, ça, c'est les sous-types, on en a parlé. Ça, je pense pas que ça vous intéresse bien. Ça, en fait, c'est juste pour vous montrer la complexité au niveau génétique. Là, la myotrophie spinale, là, on commence à développer nos protocoles un peu plus. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en pédiatrie ici, là, ou en pédiatrie. C'est une clientèle là, qui éventuellement va passer de la pédiatrie à l'adulte aussi, avec les traitements qui se développent. C'est quand même un défi. Hein? Il faut organiser nos soins. Puis honnêtement, là-dessus, là, il y a vraiment une prise de conscience, pas juste des professionnels. Souvent, les professionnels, on l'a déjà fait, la prise de conscience. Mais il faut comme ça monte à un autre niveau parce que pour les maladies rares, en tout cas, la voie à suivre n'est pas claire encore, n'est pas clairement établie. Là. Donc, je pense que des maladies comme, par exemple, les cancers, des maladies traitables, là, la leucémie, il n'y a personne qui se pose de questions. Là, ça fait 30 ans, il y a de la chimio. Mais dans les années 70, quand les gens commençaient à faire ça, j'imagine qu'ils ont dû réfléchir à des façons de procéder pour... de plus en plus, les maladies dégénératives ou les maladies rares, ils vont le devenir, le traitable. Puis, comme c'est des maladies qui évoluent de 6 mois en 6 mois, tu sais, la myotrophie spinale, là, si tu n'as pas eu le traitement dans les premiers mois, dans certains sous-types, là, c'est fini, là, oublie ça. Là. Donc, quand le médicament arrive, dans le moment, là, ça prend trop de temps à mettre tous les morceaux ensemble pour que ça gère de façon efficace. Donc, ça va prendre probablement une structure qui regarde ça de haut, là, puis qui est capable d'aider les équipes sur place quand ces problèmes-là arrivent. Ce n'est pas des problèmes, là, c'est des solutions des problèmes qui arrivent. Mais c'est que ces solutions-là, à un moment donné, on a besoin d'être un peu plus... alors, je pas exactement comment ça va se dérouler, mais dans la myotrophie spinale, dans le moment, on a un traitement pour la forme avec les mutations SMN1 en fonction du nombre de copies SMN2. Mais regardez le nombre de gènes là, qui peuvent causer la myotrophie spinale. Là. Il y en a toute une série. Là. Éventuellement, là, on va avoir des patients comme ça qui vont être identifiés dans nos cohortes. Puis c'est sûr que si on est capable de trouver une recette pour les mutations SMN1, peut-être qu'il y a d'autres mutations pour lesquelles on va trouver une recette. Alors, il faut identifier ces patients-là, il faut les diagnostiquer, il faut avoir accès aux traitements pour la maladie en question, il faut mettre sur pied un protocole de soins pour suivre ces patients-là de façon longitudinale, pour savoir lesquels répondent, lesquels ne répondent pas. Quand le médicament il coûte 500 000 par année, c'est pas on le donne à tout le monde puis on voit qu'est-ce qui se passe. On le donne pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on fait quoi là? Donc, la détresse des patients. Alors, oui, les traitements amènent des solutions, là, puis on fait toute la recherche pour en trouver, mais on se rend compte que souvent, on arrive vite à des difficultés, des problèmes logistiques. Là. Puis, je ne suis pas sûr que dans le moment, on a encore toute la mécanique pour le faire. C'est normal, c'est nouveau, mais ça se peut que les choses se précipitent dans les prochaines années. Là. Donc, la génétique, c'est ce qui nous permet d'identifier... Ah tiens, il y a ici le TDP43, là. C'est parce qu'il y a un autre nom, le TRDBP, puis j'avoue qu'il est plus difficile à prononcer, là. Donc, ça, c'est pour dire qu'on a trouvé dans plusieurs cohortes à travers le monde des mutations avec ce... Et ce qui est intéressant pour le TDP43, là, c'est que... Là, je passe trop vite, mais ce qui est intéressant dans ce gène-là, c'est que tu peux, quand tu as comme le patient que je vous ai montré, qui a la SLA, pas l'autre, là, vraiment le patient qui était alité, qui avait la SLA, lui, on a fait son autopsie pour la recherche, puis clairement, il y avait des inclusions de TDP43, comme on le voit dans à peu près 99% des patients qui ont la SLA. Le TDP43, on le retrouve à la pathologie. Puis les gens étudient actuellement une façon de faire en sorte que le TDP43 ne s'accumule plus. Alors, c'est des voies qu'on pourra trouver. Ça va peut-être commencer avec des individus qui ont des mutations dans le TDP43, mais ça pourrait aussi très bien s'appliquer à une cohorte plus générale. Alors, il y a quand même des pistes intéressantes actuellement, puis il y aura peut-être des traitements de médecine personnalisée qui pourront arriver
peut-être dans 5 ans ou dans 6 ans. Puis quand ça arrive, bien là, il faut être prêt à donner, oui, le service aux autres patients, mais aussi à s'arrimer pour être capable de donner accès aux patients à ces traitements-là. OK, ça, je vais passer rapidement. Ça, c'est le TDP 43. Quand on regarde dans les cellules, là, on le voit, il s'accumule, les cellules neurales là, en pathologie. Ça, c'est tous les gènes qui ont été découverts à date. Là. Donc, TDP 43, il est ici. Puis là, vous voyez, là, depuis ce temps-là, il y en a d'autres. Puis il y a le C9ORF, qui est un autre gène qui a été identifié, qui lui explique la grosseur du rond, c'est la proportion de cas qui sont expliqués. Alors, dans le moment, les industries là, pharmaceutiques, ils investissent beaucoup pour le traitement du C9, puis du TDP43, un petit peu du SOD1 aussi. Donc, il y a déjà des protocoles qui s'en viennent de thérapie génique pour des mutations spécifiques dans le SOD1. Puis il y en aura d'autres aussi éventuellement dans les autres catégories. Ça sera toujours un petit pourcentage de notre cohorte, mais c'est un petit pourcentage qui va demander beaucoup d'infrastructures. C'est à cause de la récurrence des traitements. Peut-être ça va demander des ponctions lombaires, peut-être que ça va demander des évaluations de physio, de nutrition, XY, parce qu'on va être sûr de donner ce médicament-là aux gens qui en bénéficient, là, parce qu'au prix que ça coûte, il faut absolument que ça soit ciblé chez les patients, puis qu'on vérifie que ça fonctionne. Ce n'est pas comme un antihypertenseur qu'on donne à 10 000 patients, puis on dit, bon, on pense qu'il y en a 8 000 qui en bénéficient. Là, on n'est pas dans la même catégorie de médicaments. Là. On le donne à 10 patients, puis on va être sûr que ce soit ces 10 patients-là qui en bénéficient. Puis s'il y en a 2 qui n'en bénéficient pas, bien là, on va les arrêter. OK. Donc là, je peux aller. Souvent, hein, quand on parle des causes, un peu les patients, des fois, ils vont vous poser des questions en rapport avec les causes potentielles. Alors, les causes génétiques, ça, j'en ai parlé, mais c'est quoi, 5 10 Pour le reste, il y a l'aspect environnemental. Là. Ce matin, j'étais avec des joueurs du Rouge et Or qui sont intéressés à trouver une façon de... En fait, c'est des anciens joueurs qui sont des coachs, puis qui sont intéressés à trouver une façon de faire de la prévention, ouais, des commotions, mais aussi peut-être de comprendre si les commotions cérébrales répétées sont un facteur de risque ou pas à développer des maladies neurodégénératives. L'épidémiologie, dans le moment, pour ce qui est du Parkinson puis de la SLA, n'est pas claire. L'épidémiologie, pour ce qui est de l'Alzheimer, est plus claire. Donc, c'est peut-être la seule maladie où il semble y avoir un risque épidémiologique qui tient. Par contre, il y a quand même nombre de cas anecdotiques. Il y a des études qui ont regardé la pathologie, où il y a des pathologies qui sont similaires. Donc, il y a peut-être des individus qui ont des commotions qui, sans avoir des commotions répétées tant que ça, ou des commotions si fortes que ça, il y a peut-être des individus chez qui il y a une prédisposition un peu. Alors, c'est ça qu'on... C'est pas moi. Je suis correct. Donc, il y a peut-être des individus chez qui il y a une prédisposition. L'aspect des... parce que les gens, entre autres en Italie, les gens ont parlé beaucoup des joueurs de soccer. Ça, c'est pas clair non plus. Les gens ont parlé des pesticides, des commotions. Alors, à un moment donné, on dirait qu'il y a comme une mode de quelque chose qui est associé aux maladies. Alors, à une époque, c'était, entre autres, la soudure, le métier, les chocs électriques, les pilotes. Là, c'est les commotions. C'est-tu parce qu'on en parle plus? Faudra que la science établisse des bases scientifiques solides. Alors, dans le moment, quand quelqu'un a des commotions, on ne lui dit pas « vous êtes à risque de développer cette maladie-là ou cette maladie-là ». On dit « bien, c'est un risque qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore bien défini, puis on veut l'étudier, puis c'est pour ça qu'on fait des partenariats ». Alors, dans les facteurs de risque, il y a le sexe, c'est bien établi. Les hommes sont plus à risque que les femmes. Quand on regarde la mortalité, là, entre autres, dans des pays comme... souvent, les gens sont demandés, tu sais, une question banale, est-ce qu'il y en a plus de SLA maintenant qu'il y en avait avant? Bon. Alors, quand on regarde, ça, c'est la mortalité. C'est-tu cette courbe? Ah non, c'est celle-là ici. Alors, les Japonais, ils sont très... je pense que c'est homme-femme. En tout cas,
Les Japonais ont beaucoup de bonnes études épidémiologiques parce qu'il y a beaucoup de maladies là-bas qui sont à déclaration obligatoire. Comme ici, mettons, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est à déclaration obligatoire, puis plusieurs maladies infectieuses, mais les maladies neurodégénératives, ça ne l'est pas. Donc, on n'a pas vraiment de bonnes statistiques à savoir combien de patients chaque année au Canada meurent de la SLA ou du Parkinson, on ne sait pas. Puis, alors, quand ils font ces études-là au Japon sur plusieurs décennies, l'incidence puis la prévalence, là, corrigée pour le vieillissement de la population, est relativement constante. Donc, c'est clairement pas une nouvelle maladie. Puis, comme vous savez, Charcot l'avait déjà décrit au siècle dernier. Alors, c'est pas des nouvelles maladies. On les a, puis il semble que leur incidence-prévalence soit assez constante. Pourquoi est-ce qu'on en a plus? C'est principalement dû au vieillissement de la population. Ça, c'est le vieillissement. Quand on corrige pour le vieillissement, on n'en a pas nécessairement plus qu'avant. Je n'ai pas de données précises pour le Québec ou le Canada. On a des populations, nous autres, difficiles à étudier parce qu'il y a beaucoup d'immigration. J'étais à Toronto en fin de semaine, 100 000 personnes de plus par année qui arrivent dans la région de Toronto pour s'installer. Alors là, essayer de faire une étude épidémiologique avec ça, c'est pas facile. Alors, quand vous avez une île dans laquelle il y a peu d'immigration, peu d'émigration comme le Japon, c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que les données sont fiables. Mais je ne pense pas que les Japonais là-dessus soient très différents de nous autres. Je ne pense pas que le sushi a de quoi à faire dans l'étiologie. OK. Puis, il y a des choses un peu anecdotiques, là. Moi, honnêtement, dans mes propres anecdotes, je suis toujours surpris de voir des patients que... c'est sûr que si on fait du sport, on a tendance à parler aux patients d'un moment donné, tu vois un sportif, bien là, tu parles de sport. Fait que, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens très en forme de 50-70 ans qu'ils développent ces maladies-là. Mais est-ce que c'est anecdotique ou pas? C'est pas clair. Là. Donc, mais fois, c'est comme surprenant de voir des gens avec des très bonnes habitudes de vie. Alors, c'est clairement là, que des mauvaises habitudes de vie, on ne souhaite pas ça à personne, là, mais de saines habitudes de vie, c'est clairement que ce n'est pas un facteur qui vient jouer dans les maladies neurodégénératives. Là. Ça, c'est le fameux lien entre les traumatismes. Là. Les gens qui travaillent en physio, du sport, des choses comme ça, vont peut-être être plus au courant de ça, mais c'est beaucoup d'études pathologiques. C'est des études un petit peu biaisées aussi parce qu'on prend une cohorte de gens qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont suicidés, qui ont donné leur corps à la science ou qui ont fait un arrêt cardiaque. Alors, il y a un peu... c'est de la bonne pathologie, mais c'est pas nécessairement de la bonne épidémiologie. Puis, il faut faire attention un petit peu aux conclusions qu'on fait. Puis quand on parle de la pathophysiologie de la maladie, là, essayer de comprendre le pourquoi puis la cause de la maladie, là, c'est complexe, puis il faut vraiment aimer la biologie cellulaire. Là. Alors, quand on regarde les gènes qui sont impliqués, il y a des gènes dans plusieurs voies en biologie cellulaire qui sont là. Puis honnêtement, là, ici, j'ai entouré la voie mitochondriale, la voie des neurofilaments. Ça, c'est ce qui promène souvent quand on a un très long axone, là, puis il y a des affaires qui doivent se promener du noyau de la cellule jusqu'à l'extrémité, bien, ça, c'est les neurofilaments. Il y a l'excitotoxicité aussi en lien avec le glutamate. Alors, le médicament, le riluzole, fonctionne sur cette voie-là. C'est la seule molécule à date qui a eu un effet consistant puis persistant sur les cohortes de patients qui sont évalués puis sur les animaux, mais c'est un effet qui est très modeste. Puis dans les autres choses dont on a parlé, ça, c'est les critères, là, disons, qui sont recommandés pour l'utilisation du riluzole. On veut avoir un diagnostic au moins probable, les symptômes de moins de 5 ans, puis au moins un minimum de capacité vitale, puis on ne veut pas que le patient ait de trachéo. Il y a beaucoup de patients qui décident finalement de ne pas le prendre. Aux États-Unis, souvent, l'approbation puis le remboursement est moins évident. Fait qu'il y a très peu de patients américains qui le prennent. Ici, au Canada, c'est la majorité, mais pas nécessairement pendant toute la durée de la maladie. Puis, on n'insiste pas nécessairement quand le patient ne le tolère pas, ou honnêtement, en général, ça s'est bien toléré, mais donc, il y en a qui se demandent si ça va prolonger la vie vers la fin de la vie ou vers le... Alors, honnêtement, je pense que la notion de qualité de vie aujourd'hui est plus importante que la notion de quantité de vie. Puis, quand on leur dit que ça peut les prolonger, bien là, est-ce que ça prolonge ma période de qualité ou ma période de pas de qualité? Là, c'est pas clair. J'ai pas d'argument pour leur dire. Les études ont été faites sur de la mortalité.
Donc, des fois, il y en a que ça ne sera pas leur choix. Puis, les gens, probablement que, je ne sais pas si des gens qui écoutent, tout le monde en parle, là. Non? Personne? En tout cas, moi, mes enfants, ils écoutent ça. Des fois, le dimanche soir, je m'assois avec eux autres, puis on argumente un peu, là. Donc là, ce médicament-là, le Ledaravone, c'est un médicament qui a été approuvé au Japon depuis plusieurs années pour le traitement des SLA. Essentiellement, là, c'est comme une vitamine, hein? C'est un antioxydant. Donc, c'est dans la même catégorie que la vitamine E, que la coenzyme Q, là, que vous pouvez aller acheter à la pharmacie, là. Mais souvent, c'est des antioxydants qui ont été modifiés un peu, là. On leur a mis un petit chapeau à gauche, un petit chapeau à droite, là, puis là, on a fait une étude. Ce médicament-là, il était utilisé dans les AVC, en aigu. C'est pour ça qu'il est intraveineux. On voulait donner ce médicament-là intraveineux quand les patients arrivent avec un AVC, mais comme vous voyez, aujourd'hui, on fait de la thrombectomie, on donne des thrombolyses dans les AVC, mais on ne donne pas d'Edaravone, donc ça n'a pas marché dans les AVC. Et là, ils ont fait une étude au Japon, une compagnie, étude financée par... C'est pas une étude internationale, puis là, l'Edaravone, là, quand ils font une sous-analyse de l'étude, a un très léger effet. Il faut que ça soit donné à des patients qui ont encore une bonne capacité vitale. On parle même de quasiment en haut de 80 %, là, que déjà là... et puis, pendant un certain temps, là, puis quand on donne ça à toute la cohorte de patients, il y en a même qui avaient l'air de se détériorer par rapport à... Alors, honnêtement, l'effet bénéfique, pas évident. Puis il faut que les patients aient des injections aux 2 semaines. Alors, est-ce que ça va leur tenter d'avoir une intraveineuse? Fait qu'au niveau logistique, c'est un peu compliqué. Là, actuellement, le médicament, l'approbation à Santé Canada, je pense qu'elle était... En tout cas, on peut l'administrer, là, mais là, c'est le remboursement, puis là, les patients, le paiement, puis tout ça. Puis la compagnie, je pense, a donné une année là, où ils donneraient le médicament gratuitement à des patients qui le voudraient, qui seraient dans les critères. Mais honnêtement, moi, à date, je ne l'ai pas prescrit. Mon collègue à Toronto, ils se sont fait pousser par les patients qui allaient se l'acheter à l'étranger. Puis là, donnez-le-moi. Fait que là, il y a eu comme un mouvement. Fait que là, il y a une 50aine de patients qui l'ont eu. Ici, il n'y a pas beaucoup de patients à date qui sont arrivés avec leur caisse de médicaments. Puis même s'ils arrivent avec ces médicaments-là, on ne peut pas les donner à l'hôpital parce que ça n'a pas été acheté par l'hôpital puis par Santé Canada. Fait que c'est un problème, ça aussi. Donc, ils ont trouvé un hôpital privé à Toronto où les patients sont injectés. C'est un casse-tête. Puis, vous voyez que la courbe, là, c'est pas extraordinaire. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est pour montrer comment une équipe multidisciplinaire permet de faire la différence dans la prise en charge, même sur la survie des patients. Donc, clairement, le suivi multidisciplinaire, ça a été démontré comme étant efficace. Ça, c'est comment des affaires, quand les patients vous disent « je vais aller en Chine, je vais aller par-ci, je vais aller par-là », bien, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui avait inventé un pacemaker du diaphragme pour aller donner des décharges au diaphragme pour que les patients en insuffisance respiratoire, la survie est moins bonne avec... Alors, juste pour vous dire comment les technologies un peu non validées, puis qui ont l'air bien intéressantes pour le patient, puis que là, ça coûte 20 000 $. Puis moi, je leur dis, si vous avez 20 000 $ là, à mettre à la poubelle, là, bien, mettez-le donc sur votre équipement à maison, sur le prochain voyage avec votre conjointe. Allez-vous-en en Chine avec Sinorama. Alors, ben là, je ne recommanderais pas ça parce que s'ils font faillite, ils ne se font pas rembourser. Alors, c'est ça. Puis, il y a des guidelines qui existent, là, des guidelines américaines, puis on est en train de refaire les guidelines canadiens aussi. Entre autres, dans les guidelines, il y avait l'aspect de la marijuana thérapeutique. Hein? Bon, on n'en parlera pas, là, parce que c'est un sujet... mais dans la SLA, là, les études sur la marijuana, là, des petites études, 30 patients, là, honnêtement, si les patients vous harcèlent avec ça puis vous le demandent 5 fois, là, il n'y a pas d'évidence scientifique que ça aide, la marijuana. Là. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il fume la cigarette parce que ça le détend, ben oui, OK, ça vous détend, mais là, la marijuana, il n'y a pas d'évidence pour les crampes, pour les fasciculations, pour les douleurs, on est dans un... disons, au niveau scientifique, là, la démonstration n'a pas été faite. Là. Alors, je pense que c'est un phénomène social, mais ce n'est pas un phénomène médical et scientifique dans le moment, en tout cas pas dans les maladies neurodégénératives.
Ça, c'est les autres catégories de maladies, la paraparésie spastique, ça, je vais vous épargner ça. Les maladies infectieuses rares, le syndrome post-polio. Puis ça, ça, c'est une personne très célèbre qui a eu une maladie du neurone moteur, dont la polio. C'est un ancien président américain. Mais quelqu'un qui... je le mets souvent là parce que c'est lui qui a eu l'idée d'étendre... en fait, il a créé dans son État le bien-être social, l'assurance chômage. Puis son projet après, c'était l'assurance maladie. Puis les Américains ne l'ont pas eu. Mais les Européens l'ont eu, puis les Canadiens l'ont eu aussi. Puis c'était des idées qui ont émergé du fait que lui a vécu avec une maladie comme ça. C'est un... Vous voyez, là, c'est un beau jeune homme de 30 ans, là, tout en pleine forme, puis il a eu la polio. Puis là, après ça, il n'était pas capable de se tenir debout. Il y avait au moins 8 trucs en métal pour y tenir les jambes. Alors, c'est pour dire comment des gens qui ont vécu des situations extrêmement difficiles sur le plan personnel peuvent devenir des moteurs après de changements sociaux. Alors, souvent, les gens ne le savent pas, mais il y a eu une maladie du neurone moteur, puis ça a été un incitatif après à devenir un acteur social. Probablement un des plus grands acteurs sociaux du 20e siècle. Là. Puis ça, c'est une citation de Charcot, parce que les patients vont vous dire « Moi, j'ai eu la SLA parce que mon père est mort. Moi, j'ai eu la SLA parce que j'ai attrapé un choc électrique. » Puis, fait que ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'en français, il dit « Les hommes n'aiment pas la fatalité, alors tout le monde fait son possible pour l'écarter et on l'écarte par un mensonge involontaire. » Donc, ce que le scientifique doit faire, c'est justement ne pas être sujet à ce mensonge involontaire. Mais on en fait, puis les mensonges deviennent des vérités scientifiques seulement quand ils ont été validés, puis ça va prendre des années. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre par trop souvent, puis il faut garder la tête froide. Donc, c'est terminé. Bonjour, moi je suis une allothérapeute, on fait de l'assistance ventilatoire à domicile. Dans les dernières années, on a eu énormément de références de patients avec des atteintes bulbaires. Moi, je voulais savoir dans votre pratique, parce qu'on se questionne de plus en plus les initiations à la ventilation. Très rare, on a des patients avec atteinte spinale, puis c'est un défi pour nous parce qu'ils sont difficiles à ventiler, ils ne tolèrent pas bien la pression, sont obstructifs. Donc, on se demandait, est-ce que c'est la même chose de votre côté? Vous voulez dire au niveau de la fréquence des indications ou... Non, au niveau des patients qui nous arrivent, nous, quand ils sont référés pour la ventilation, ils sont souvent avec des atteintes bulbaires. Je vous dirais qu'il y a un pourcentage élevé de la population qui est référée à nous avec des atteintes bulbaires versus spinales. C'est sûr que quand on regarde la propagation de la maladie, c'est certain que quand on est rendu au niveau du nerf phrénique, là, on est dans le C3, C4, C5, c'est très haut. Donc, c'est pour ça que ce segment-là est probablement plus fréquemment atteint chez les gens qui commencent à avoir des symptômes bulbaires ou pas, mais on en a quand même des fois des formes un peu plus flasques, des membres inférieurs, atteintes du motoneuron inférieur, qui vont avoir une atteinte respiratoire combinée. Donc, je pense qu'il faut se fier davantage aux paramètres que par le fait est-ce que c'est par les membres, est-ce que c'est bulbaire ou pas bulbaire. Des fois aussi, les patients bulbaires, au niveau de la technique, juste, ça peut être plus difficile, la mesure peut être plus difficile. Donc, je pense qu'il faut se fier à la mesure et aux symptômes plus qu'aux sous-types pour prédire notre intervention ou pas. Mais il n'y a pas plus de recrudescence de SLA avec des atteintes bulbaires? Non. Okay. En principe, ça devrait être à peu près le tiers de la clientèle qui commence avec cette atteinte-là. Puis, éventuellement, non, c'est ça, c'est pas plus fréquent que... Mais on a des pneumologues beaucoup plus actifs maintenant aussi. Oui. Puis, eux, ils suivent davantage. Puis, honnêtement, on intervient beaucoup sur la qualité de vie quand on intervient au niveau respiratoire. C'est comme la gastrostomie, si on attend que le patient il a perdu du poids, puis qu'il soit, à un moment donné... fait qu'on y va plus précocement maintenant, puis je pense que c'est là qu'on améliore la qualité de vie. Tout à fait. Puis, éventuellement, ben là, les patients, aussi un pourcentage qui vont demander de l'aide médicale à mourir dans les derniers mois. La quantité, c'est eux qui la dosent maintenant, là. Vous savez, le jeune patient de 18 ans, il est toujours ventilé avec nous. Hein? Il est toujours... ça fait comme entre 6 et 8 ans. Là. Il est toujours à domicile, avec, avec trachéostomie. J'avais pas eu le suivi. J'ai comme, tu sais, on m'appelle du diagnostic, mais j'avais pas eu le suivi. Le plus jeune patient diagnostiqué chez nous au programme, là, il avait 18 ans quand on l'a eu. Je pense
pense qu'on va y aller comme ça Ouais. parce que les conférences se poursuivent. Merci beaucoup. Merci.